Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Pourquoi j'ai tout qui a sauté? Est-ce que vous me voyez encore? Modération. J'ai une grosse saute d'image d'ordi. Ok. Bon, j'ai perdu certains trucs dans la manip, mais vous avez eu un freeze aussi. Aïe, aïe, aïe. Bref, on va parler de YouTube qui va bloquer les crétins, point d'interrogation. Comment vont-ils y arriver? On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, désolé de ce léger retard, j'avais 2-3 réglages à refaire, il y avait l'émission de Flonflon ici, et il y avait 2-3 trucs qui marchaient pas, et là je viens d'avoir une saute d'image, enfin même une saute d'OBS. J'espère qu'on va pas avoir de problème. Hein? Du coup j'ai perdu le chat là-haut, mais je l'ai encore là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Qu'est-ce qu'un crétin? C'est une très bonne question, Yves Castel. Un crétin et un imbécile sont-ils la même chose? Tout à fait. Comment vous allez bien sinon? Froid, ouais, il fait froid. Il fait très froid. Froid et ça frise. Bonjour tout le monde. Il manque l'habillage? Ah putain. Ah oui, il manque l'habillage. Alors. Où est-ce qu'il est l'habillage? Eh bien, pourtant, le layout mug, il devrait être là. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas le layout. Pourquoi j'ai pas le layout? Ça, c'est un peu embêtant, mais je sais pas quoi faire. Je n'ai pas le layout. Guillaume n'est pas là par hasard. Guillaume, debout. Je n'ai pas le layout, je ne l'ai pas sur la caméra 2 non plus. Non, effectivement, j'ai pas le layout. Bah écoutez, il va falloir faire 100. Il va falloir faire 100. Vive la tech. Non, mais c'est vrai que quand on héberge un autre live, et c'est pas du tout une critique, mais nous devrions avoir peut-être un process de contrôle pour être sûr que tout marche le lendemain. Parce que bien sûr, on a mis l'habillage de Flonflon en route. Ouais, non, l'habillage n'est pas là, Flonflon. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Si je redémarre OBS, là, ça va tout couper. Oui, c'est vrai que oui, Guillaume n'a pas eu de problème quand il a fait le mug et c'était après Flonflon, donc non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Bon, écoutez, on va pas passer 3 heures dessus, tant pis. On n'aura pas d'habillage ce matin. J'étais de bonne humeur. C'est fini. Ouais, non, mais c'est juste embêtant parce que normalement, on a quand même l'affichage du sponsor.
Ce qui est un petit peu embêtant. Mais écoutez, c'est comme ça, on va faire ça comme ça. Écoutez, on va regarder de quoi on va parler ce matin. Ce matin, nous allons parler effectivement de YouTube qui va vous dire d'arrêter d'être un crétin en commentaire et vous fera taire si vous persistez. Nous parlerons également de 10 à 45 € de bonus pour la réparation. On en avait déjà parlé, mais ça s'est mis en place hier, donc on va en reparler aujourd'hui. Une avancée majeure pour l'économie circulaire. Nous parlerons également d'une nouvelle règle d'Elon Musk qui interdit de partager sa localisation sur Twitter, notamment de son jet privé, mais c'est tombé sur les téléscripteurs. Et oui, les téléscripteurs, on en a toujours. Sur les téléscripteurs, excusez-moi, j'ai des trucs il y a des trucs qui marchent pas ce matin. Que c'est plus grave que ça, parce que Elon Musk s'est mis à interdire aussi des comptes de journalistes qui traitaient cette information-là. Donc liberté d'expression, on en parlera. Nous parlerons également du concept Luna qui est assez intéressant. Dell frappe fort avec son concept de PC portable évolutif et réparable. C'est dans l'air du temps. Est-ce que ça va prendre? On a déjà vu des tentatives dans ce sens-là. Nous aurons une brève à propos de Guillaume Rosier qu'on connaît, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je sais que de temps en temps il regarde le mug, donc j'en ai été extrêmement flatté. Eh bien, le créateur de Covid Tracker et de Vitmados qui va rejoindre l'Elysée. Et nous terminerons en parlant toujours d'Elon Musk, mais cette fois au travers de Starlink. Starlink qui compte offrir une connexion cellulaire directe au smartphone via T-Mobile aux États-Unis. Voilà pour les news du jour. On essaiera de terminer avec un petit fac, mais avant le fac, on parlera bien sûr de notre formidable sponsor Shadow, avec le Shadow PC que vous commencez à connaître, mais qui est notre sponsor du mois. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, on va pouvoir effectivement commencer avec ce premier article un petit peu énigmatique, avec la question philosophique, qu'est-ce qu'un crétin ? À laquelle je vous laisserai répondre, bien évidemment. Mais YouTube va vous dire d'arrêter d'être un crétin en commentaire et vous fera taire si vous persistez. C'est un article de Numérama. Effectivement, une nouvelle politique de modération arrive sur YouTube le 13 décembre 2022. Il s'agit d'un système pour détecter les commentaires abusifs en infraction avec les règles du service. Ce dispositif agira à plusieurs niveaux. Il va détecter et supprimer les propos considérés comme excessifs et envoyer aux individus qui les rédigent une notification explicative. Si l'internaute n'en fait qu'à sa tête en publiant d'autres commentaires du même acabit, alors la plateforme prévoit une sorte de riposte graduée. Il pourra subir un délai d'attente avant de pouvoir publier une autre réaction écrite. Cette suspension forcée atteindra potentiellement une période de 24 heures. Évidemment, YouTube garde en parallèle ses autres outils de modération. Concrètement, les internautes, YouTube voudrait concrètement que les internautes cessent de se comporter comme des imbéciles dans les commentaires. Les agressions verbales envers la personne à l'origine d'une vidéo ou de ses invités, sans la moindre des retenues, sont malheureusement courants. Dans un premier temps, le nouveau dispositif ne fonctionnera qu'avec l'anglais, mais le support dans d'autres langues est prévu. YouTube ne cherche pas à empêcher ni une opinion radicale, ni une mauvaise humeur, ni la critique. Néanmoins, il y a un monde entre insulter copieusement une personne et émettre une critique sévère mais constructive. Bien des internautes qui tiennent des propos emportés, pour ne pas dire franchement illicites, sur YouTube ne les prononceraient certainement pas à voix haute s'ils étaient en face de moi à portée de ma baffe.
Le dispositif va concerner entre autres les propos grossiers ou vulgaires, l'incitation à la haine, le harcèlement et l'intimidation, les appels à la violence. Ces messages font l'objet de suppression régulière, que ce soit automatique ou à la suite d'un signalement. Nos tests, ce que dit YouTube, c'est que nos tests ont montré que ces avertissements arrêts temporaires réduisent la probabilité que les utilisateurs laissent à nouveau des commentaires abusifs. En somme, avec des mini-bannissements, les internautes se tempèrent. L'outil devrait connaître parfois des faux positifs et des ratés dans la détection. Cela est courant lorsqu'on se repose lourdement sur des outils de détection automatique, puisque ça sera effectivement un truc par intelligence artificielle entre guillemets. YouTube n'a pas les ressources pour modérer à la main tous les commentaires et toutes les vidéos en passant par des prestataires ou des employés. C'est pour ça que la plateforme prévoit une sorte d'option d'appel si jamais vous avez été injustement bloqué. Nos systèmes ne sont pas toujours performants. Les utilisateurs qui reçoivent ces avertissements peuvent donc nous faire part dans leurs commentaires pour nous aider à savoir si nous nous sommes trompés. Mais dans le lot des réclamations, il y aura sans doute pas mal de mauvaise foi, conclut Numérama. Alors, la censure. Question philosophique, enfin question, voilà, vous avez 2 heures pour répondre. Y a-t-il censure? En gros, voilà, j'ai envie de dire à un créateur de contenu, par exemple à Naotech, j'ai envie de dire à Naotech, ta vidéo, elle est vraiment pas top, t'as fait des erreurs. Voilà. Ta vidéo, elle est vraiment pas top, t'as fait des erreurs, et j'énumère les erreurs, t'as dit n'importe quoi sur tel ou tel truc, etc. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs manières de le dire. Vous pouvez commencer en disant « Naotech, vous êtes des crétins, des imbéciles, des connards. Vous avez dit n'importe quoi dans la vidéo. Vraiment, vous êtes des incompétents. Vous êtes à chier. Je déteste votre chaîne. Vous devriez mourir ou manger vos morts. » Voilà, ça c'est une manière de le dire. On est d'accord. Vous pouvez également dire... Naotech, sauf erreur de ma part, il me semble que vous avez fait des erreurs dans votre vidéo et j'aime pas beaucoup le traitement de l'information que vous nous apportez. Vous avez transmis à peu près le même message, simplement dans le premier message, vous avez voulu appuyer vos commentaires négatifs avec des insultes, pensant que ça donnerait plus de poids. Peut-être que votre commentaire serait plus lu parce qu'il y a des insultes dedans. Voilà, crétin, imbécile, connard. On va dire que c'est dans un champ lexical d'insultes. C'est de la ponctuation, je sais, pour quelqu'un, pour certains, mais c'est quand même dans le registre des insultes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une censure ou une privation de la liberté d'expression que de bloquer les injures? C'est une question que je pose. Alors, il y a une zone grise. Qu'est-ce qu'une injure? Et là, je suis d'accord avec vous. Il y a des manières, d'ailleurs, d'injurier des gens sans utiliser le mot crétin, imbécile, connard, ou ce genre de choses. Il y a des insultes qui sont parfois beaucoup plus fortes et qui sont écrites dans un langage très poli. Donc, bien évidemment, un truc automatique ne détectera pas ces injures-là. Mais si déjà... Et d'ailleurs, la preuve en est. Regardez le titre du mug ce matin sur Twitter. C'est YouTube va bloquer les crétins, point d'interrogation. Et le titre ne marchait pas dans Twitch. Parce que crétin est bloqué dans Twitch. Je n'ai pu que écrire YouTube va bloquer les imbéciles, point d'interrogation. Donc, moi personnellement, je n'hurlerai pas à la censure ou à la privation de la liberté d'expression si ça bloque les injures qui sont complètement inutiles. En plus, et là je suis complètement d'accord avec un truc dans l'article, ils disent que finalement, d'envoyer un message à quelqu'un qui a écrit une injure pour démarrer sa phrase
dans son commentaire suffit la plupart du temps à ce que la personne ne remette pas une injure. Ok ? Et moi, c'est ce que je constate quand je réponds aux commentaires. Vous savez, on en a des commentaires avec des injures. Parfois, on les bloque. Moi, je sais qu'on a beaucoup de débats, nous, en interne, sur quels commentaires doivent être bloqués dans YouTube. Moi, même si je suis un vieux con, je suis certainement le premier à dire non, mais laisse, cette personne fait part d'un énervement, elle a le droit de s'exprimer. Je suis assez laxiste, en fait, avec les commentaires. Je laisse les gens même nous insulter. Et souvent, même, je leur réponds. Je sais pas, mais je donne un exemple, quelqu'un qui dit... C'est schématique, mais ça regroupe un certain nombre d'injures qu'on a reçues. Vous êtes des enculés. Je me désabonne. Je vous la fais in a nutshell, c'est généralement un peu plus rédigé que ça. Moi, généralement, je réponds merci d'avoir été abonné jusque-là. Quelqu'un qui me menace de désabonnement, ça me fait ni chaud ni froid, mais je le remercie d'avoir été abonné jusque-là. Ça me paraît normal. Et souvent, mais alors vous seriez surpris, le nombre de gens qui disent « Ah, vraiment, désolé si t'as mal pris mon premier commentaire. Vraiment, il fallait pas le prendre mal, hein, le mot enculé. J'étais juste un peu mécontent à ce moment-là. En fait, j'aime bien votre chaîne, mais juste... » Le deuxième message de réponse au premier message qui était hyper agressif dans les termes est généralement vachement plus modéré. Et si vous avez une curiosité ou du temps, parce qu'il va vous falloir beaucoup de temps, vous pouvez remonter dans nos anciennes vidéos et voir cette interaction assez souvent, où la personne fait une invective très vulgaire, insultante, et qui derrière va dire « Ah, je suis vraiment désolé, c'est pas exactement ce que je voulais dire, merci pour votre chaîne. » Moi, à chaque fois, je tombe de ma chaise, quoi. Et franchement, c'est... Allez, 80% des cas. 80% des cas, les gens mettent un premier commentaire avec une injure, mais en fait, n'avaient pas une intention aussi agressive que leur premier commentaire. Et franchement, vous seriez surpris du nombre de gens qui font ça. Non, mais souvent les gens disent « Ouais, j'y suis allé un peu fort dans le premier commentaire, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. » En fait, mais je pense que ça vient d'une certaine culture aussi. On a un petit peu cette culture dans les pays latins en général, que si on ne ponctue pas notre phrase avec des mots un peu forts, on n'exprime pas notre opinion avec force. Les discussions dans les pays latins, au sens large, sont vues comme des duels. Et que de ponctuer ça avec des insultes, c'est des manières de porter des coups, donc de donner du poids à son message. Ce qui, en fait, peut passer éventuellement avec des amis, parce qu'il y a on va dire un 10e degré à l'insulte, mais écrit brut de décoffrage comme ça dans des commentaires à des inconnus, puisque vous ne nous connaissez pas en fait, créer un problème de communication en fait, tout simple. Et effectivement, ils pensent que ça va plus attirer notre attention. Là, je le dis tout de suite à ceux qui ont l'habitude de mettre des insultes pour nous invectiver, ouais, c'est ça le mot. En fait, on est complètement hermétique, on est blindé. Moi, je suis youtubeur depuis l'âge de pierre. Ça me fait absolument rien. Vous pouvez me traiter d'enculé, ça me glisse dessus, ça me fait rien du tout. Il y a d'autres attaques qui peuvent me faire mal, mais alors les insultes... Et au contraire, je vais beaucoup moins lire. Généralement, quand une phrase commence par une insulte, je la vois pas en fait. Et ça invisibilise votre message en fait. L'âge de pierre. Putain, et vous avez un humour redoutable, hein. On ne jette pas la pierre, Pierre.
Après, il y a des gens... Alors, attendez, le problème, là, je vais passer en caméra 2 pour vous répondre un peu, mais j'ai mes commentaires qui sont pas au bon endroit que d'habitude. Attendez, je vais peut-être pouvoir ruser... Ah ouais, putain que je suis bon. Voilà, je vais mettre mes commentaires là. Après, il y a une différence. Je sais que par exemple à Marseille, putain, c'est de la ponctuation, c'est pas une insulte. C'est pas ça, c'est plutôt si tu m'invectives moi avec une insulte, pas si tu ponctues ta phrase avec des grossièretés. Ça, moi aussi, hein, je suis le premier, je parle comme un charretier, moi, donc... Donc, dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt un bon move de YouTube. Si ça peut nettoyer un tout petit peu les commentaires et ramener un tout petit peu, ça marchera pas chez tout le monde, bien évidemment, mais vous n'avez pas le droit d'insulter qui que ce soit. C'est pas une question de liberté d'expression. L'insulte n'est pas recouverte par la liberté d'expression. Qui aime bien châtie bien. Ça, c'est un proverbe qui a été inventé par les châtieurs. Pas par les victimes. Hein. Je sais pas qui a inventé ce putain de proverbe qui aime bien châtie bien, mais ça devait être un sacré connard quand même. Et ouais, je l'insulte là pour le coup. Je repose si tu n'as pas bien vu ma remarque. Qu'en penses-tu? Ah bah oui, mais remets-moi ta remarque. Putain, il faut que je remonte. Attends. Je pense que c'est plus difficile. C'est quand vous faites, par exemple, un sujet à charge sur une personne en l'insultant dans une vidéo. Machin est un imbécile, je vais vous dire pourquoi. Et que dans les coms, les viewers insultent aussi la personne sur son sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois, et ça arrive en live, nous on se lâche parce que bah on est un peu dans le show permanent. Donc on va dire ouais, Elon Musk est un imbécile. Donc c'est une voie ouverte à ce que vous nous traitiez d'imbécile. Je comprends ce que tu dis, Wendigo. Je comprends. La rançon de la gloire. Ouais, c'est le même mec qui a inventé la rançon de la gloire, ouais. On a le droit de fouetter les célébrités parce qu'elles sont célèbres. Donc elles l'ont cherché. Guillaume se lâche. Il est là, Guillaume? Guillaume, t'es là? Si tu pouvais m'aider à remettre le layout. Est-ce que YouTube va censurer les commentaires des viewers? Attends, est-ce que YouTube va censurer les commentaires des viewers seront censurés? Je pensais pas que les viewers insultent Musk comme vous l'avez fait. Non, là, a priori, l'algorithme va... D'abord, c'est pas un blocage ou un ban. Ça va être des petites tapes sur la main. Non, Guillaume n'est pas là. Des petites tapes sur la main bloquant votre prochain commentaire. Tu vois, c'est pas du truc hyper grave. Il sera formé à si vous insultez la personne qui a fait la vidéo ou les invités dans la vidéo. Mais effectivement, ça vous empêchera pas d'insulter Elon Musk si notre vidéo, c'est Elon Musk est un imbécile. Le ban, on s'en occupe, nous, ouais. Donc, c'est pas pour les problèmes graves de modération. Après, nous, je vous le dis, à chaque vidéo, il y a au moins 3-4 commentaires qu'on censure complètement parce que c'est des incitations à la haine, du racisme ou vraiment des attaques très dures qui n'ont rien de constructif. Hein. Après, on est tous d'accord sur quelque chose, ne jamais insulter les gens, que ce soit youtubeur, parce que le youtubeur a un film. D'une manière générale, c'est une bonne règle dans la vie. L'insulte
L'insulte, parfois, on en a besoin. Mais quand vous insultez quelqu'un, c'est que vous avez déjà perdu, pour moi. Dans un discours avec quelqu'un, celui qui insulte, il a déjà perdu ce fameux duel de dialogue. Moi, j'insulte, hein, ça m'est arrivé d'insulter, mais c'est quand je perds mon calme, en fait. C'est très bourgeois de ne pas vouloir insulter. Intéressant, Aurélien. C'est très bourgeois de ne pas vouloir insulter. Est-ce que l'insulte est de gauche et la non-insulte est de droite? Du racisme. On a parfois du racisme, pas par rapport à nos vidéos, mais par rapport aux commentaires de quelqu'un au-dessus. Le plus gros problème qu'on a, et là où nous on est intraitable, c'est si vous insultez quelqu'un d'autre dans les commentaires. Parce qu'à la limite que vous nous insultiez, nous, c'est notre métier, on est formé à ça. On est formé à l'insulte, ça fait partie du job. Que vous insultiez quelqu'un d'autre dans les commentaires, ça par contre, c'est des débuts de grappe de haine, et généralement on est impitoyable, on supprime votre commentaire tout de suite. Hein. Je me souviens d'un casse-toi pauvre con qui était pas de gauche. Ouais. Ouais, après, attention à pas confondre vulgarité et insulte. T'as des insultes qui sont pas vulgaires, mais ça reste une insulte. Le bourgeois possède les outils de production, ça n'a pas grand-chose à voir avec gauche ou la droite, mais on s'écarte du sujet. Waouh, Pierre Neves, non mais c'est intéressant comme raisonnement. Après, je suis un peu d'accord avec une chose que tu dis. Il y a des choses... En fait, ça dépend souvent de ton éducation, la notion même d'insulte. Je pense qu'il y a des gens qui s'aperçoivent pas qu'ils sont en train d'insulter parce qu'ils ont toujours entendu les gens parler comme ça, en fait. Tu dandines, c'est insupportable et déstabilisant. Ouais, je sais, j'ai les pieds qui gigotent. C'est un truc, je peux rien y faire. C'est un toc que j'ai. Généralement, quand les gens disent des gros mots, plus souvent, en langage de chartier. C'est pas langage de charcutier, hein, c'est langage de chartier. C'est plutôt des personnes honnêtes et dignes de confiance. C'est une chose que je constate dans mon entourage, ouais. Mais bon, j'ai envie de dire, quel que soit votre niveau socio-culturel, c'est plutôt une bonne chose que dans YouTube et sur Internet, on commence à dire, bah écoutez, les insultes, c'est non. Et le milieu dont vous venez ne doit pas être pris en compte. Et je pense que le monde s'en porte mieux si on bloque les insultes, personnellement. Et mais qu'est-ce que vous avez tous là avec les modèles bourgeois et tout? Est-ce que on s'est fait raider par, par une chaîne de gauche? Il me semble que l'insulte injure est répréhensible aux yeux de la loi. Quand elle est publique, c'est 12 000 € d'amende. Oui, oui, tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec la... On a vu ça hein, beaucoup sur Twitter. Ah, je suis censuré, liberté d'expression, j'ai le droit d'appeler l'autre connard. Non. T'as le droit de dire à l'autre que t'es pas d'accord avec lui, mais ça te donne absolument pas le droit de le traiter de connard. Absolument pas. Les bourgeois insultent aussi, mais différemment. Les bourgeois insultent avec leur argent, déjà. Ça y est, on est passé en politique. Allez, je vais passer surtout à l'article suivant. Mais c'est intéressant, c'est des débats et on va voir. Est-ce que YouTube va commettre
trop de faux positifs avec cette histoire. On verra. Nous passons à l'article suivant, un article des numériques. De 10 à 45 € de bonus pour la réparation, une avancée majeure pour l'économie circulaire. Le 15 décembre 2022 marque l'entrée en vigueur du bonus réparation, une réduction directement applicable par les réparateurs sur le prix de leurs prestations. 81% des Français ont une bonne image de la réparation de produits électroménagers et high-tech. Pourtant, seuls 36% d'entre eux réparent ou font réparer leurs produits lorsqu'ils tombent en panne. Le premier frein à la réparation est son prix, suivi de l'accessibilité des réparateurs, l'accès aux pièces détachées ou la difficulté de réaliser un diagnostic. Résultat, lorsque le prix d'une réparation dépasse 30% du prix d'un produit neuf équivalent, les consommateurs ont tendance à jeter et racheter le produit équivalent neuf. Or, on le sait, 80% du coût écologique des produits électroniques proviennent de leur fabrication. Dans le contexte d'urgence environnementale dans lequel nous sommes, prolonger la durée de vie des produits n'a jamais été aussi important. Grâce à ce dispositif, les usagers de produits en panne vont pouvoir les faire réparer à moindre coût, profitant d'une remise sur le prix de la réparation directement déduite de leur ticket de caisse chez le réparateur. Le soutien financier de l'ordre de 20% du coût de la réparation. Le bonus s'échelonne de 10 € pour réparer une bouilloire, un sèche-cheveux, un rasoir, un fer à repasser, etc. jusqu'à 45 € pour une réparation d'ordinateur. Petite précision qui a son importance, si le montant TTC de la facture est inférieur au montant du soutien financier, la réparation n'est pas prise en charge par le fonds. Pour mieux s'y retrouver dans les montants et les bonus de réparation qui s'appliquent au lancement du dispositif, en fonction des catégories de produits concernés, ce tableau que je vous montre, pour ceux qui sont là en live, ou qui regardent le replay sur Twitch, on a un tableau, effectivement, la liste des bonus réparation. Alors, on va peut-être donner le lien de l'article parce que là, c'est un peu flou, vous aurez du mal à voir. Mais par exemple, réparer un four encastrable, le bonus sera de 20 €. Si vous réparez un moniteur, par exemple, ça peut être de 30 €. Si vous réparez, je cherche une à 10 €, 10 €. Si vous réparez traitement de l'air pour un ventilateur, par exemple, c'est 10 €. L'iPad n'est pas flou ce matin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le JPEG, oui, j'ai vu qu'il n'était pas flou ce matin. Le JPEG est flou un peu du tableau. Donc, il vaut mieux que vous le regardiez chez vous. Donc, voilà, on a effectivement ça. Pour gérer ce dispositif, ce sont écosystèmes et écologiques qui ont été choisis. Ces deux éco-organismes sont, pour rappel, déjà chargés de la collecte et du recyclage des les déchets d'équipements électroniques et électriques et électroniques. Les Mon Dieu. Non, les DEEE. Les DEEE. Voilà. Déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans le cadre de l'éco-participation que les consommateurs versent sur l'achat de leurs produits neufs. Le fonds de réparation est pour sa part directement alimenté par les contributions des fabricants dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur mise en place dès 2006. Ce label de réparation, les réparateurs agréés seront des quali-répar réservés aux réparateurs professionnels. C'est le saut à chercher pour s'assurer d'avoir affaire à une entreprise compétente qui applique ce bonus de réparation. Pour que le professionnel labellisé qui va réparer votre appareil, la démarche est simple. Il doit vérifier l'éligibilité du produit au bonus réparation, appliquer la réduction correspondante directement sur la facture TTC qu'il vous présente et faire une demande de remboursement auprès d'un éco-organisme dans un deuxième temps. Le réparateur sera remboursé dans les 15 jours par le dispositif. Vous aurez le bonus tout de suite dans le prix de votre réparation. Les réparateurs avancent le bonus réparation à leurs clients pour être tout à fait clair.
Pour trouver un réparateur labellisé Quali Répare autour de chez vous, le plus simple est d'utiliser l'un des annuaires officiels disponibles directement sur le site du label Quali Répare ou sur le site d'Écologique et d'Écosystème. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'économie circulaire. Il y a quelques griefs. On avait parlé la dernière fois qu'on avait traité de cet article qu'il y avait un problème quand même qu'on entrevoyait. C'est que comme ça va être financé par les fabricants eux-mêmes, va-t-il y avoir un contrôle que les fabricants ne font pas passer ce surcoût que ça va engendrer pour eux, ils ne le font pas passer dans le prix d'achat du produit. Donc ça, c'est un premier problème qu'il va y avoir, à mon avis. On risque d'avoir une légère inflation qui vient se rajouter déjà à la taxe écologique sur, en gros, cette espèce de taxe de réparation. Ça risque d'être un problème. Y aura-t-il des garde-fous? Y aura-t-il des contrôles à voir? Également, ce que dit le directeur général de Save, qui est un organisme, une association, c'est qu'il regrette que ce bonus ne s'applique pas aux produits dits cassés, situation qui génère le plus de réparations dans nos magasins, devant les changements de batterie sur lesquels la remise est appliquée. Quant à Hop, l'association d'ailleurs qu'on connaît parce que c'est eux qui avaient attaqué Apple, l'association déplore que soient exclues les opérations rendues nécessaires par des dysfonctionnements ou des défauts logiciels. Dommage en effet qu'un blocage logiciel nécessitant un dépannage ne puisse donner lieu à une réduction de l'intervention, sachant qu'il s'agit aussi là d'une situation pouvant déboucher sur l'achat anticipé d'un produit neuf. Et là, ils ont complètement raison. Combien de gens veulent changer d'ordinateur parce qu'ils ont la flemme de nettoyer leur Windows. Donc, espérons que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Parfois, ne serait-ce que de reformater son disque dur, ça repart. Ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, allumer, éteindre, c'est quand même la recette miracle pour 70% des problèmes informatiques. Et nettoyer son disque dur, ça reste encore de nos jours. Remettre les choses à plat et à zéro, réinstaller un OS 9, reste, moi, ça m'a souvent servi, personnellement. Et encore aujourd'hui. Alors, je suis d'accord qu'on n'est plus à l'époque où il fallait défragmenter les disques durs qui s'encrassaient au bout d'un moment. Alors, ça n'a pas complètement disparu, mais maintenant, c'est plus tout à fait pareil. Moi, je lui mets un coup de poing et ça repart. Ça marche une fois sur deux. Vont être payés par l'État. Alors, ils vont pas être payés par l'État, ils vont être payés par des organismes. C'est pas l'État qui va les rembourser. Et ils vont être remboursés dans les 15 jours, a priori, selon le texte. Ça se fait automatiquement, la défragmentation. Ah merde, j'étais... Ouais. Ouais. Format C, le miracle chaque année, ouais. La carte graphique dans le four. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dans le congélo? Enfin, ça dépend. Oui, si t'as des problèmes de soudure. En vrai, ça peut marcher, mais je déconseille quand même de le faire. L'argent des organismes vient d'où? Ben, on a dit, il va être prélevé sur les fabricants. C'est les fabricants qui vont avoir un impôt supplémentaire, en fait. Dans le doute, reboot. Si ça pète, reset. Et si ça rate, format. Pas mal. J'aime beaucoup cette devise. Et s'il y a de la fumée, t'es mal. Du coup, désolé, mais le changement de batterie d'iPhone est à 75 €. Sur mon modèle, ça fera 25 € de réduction chez les Apple Store. Alors, est-ce que les Apple Store... C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Est-ce que les Apple Store, s'ils te changent ta batterie, vont rentrer dans ce système? Je sais pas. S'il y a de la fumée, c'est pété. Ouais, c'est mieux comme proverbe. C'est nous qui allons payer. Bah, c'est un peu le doute qu'on peut avoir sur ce système. C'est qu'à partir du moment où c'est les fabricants qui vont mettre à la main à la poche pour financer ce système, les fabricants
seront tentés de faire une augmentation du prix des produits pour amortir cette nouvelle charge. Donc, à voir dans les temps qui viennent. C'est là ce qui risque de se passer. Ce qui va se passer également, c'est que nous allons passer à l'article suivant. Article suivant avec notre grande saga Elon Musk, Twitter et tout le tralala. Attention, aujourd'hui, nouvelle règle. Elon Musk interdit de partager une localisation sur Twitter. Peut-on inventer des règles sur un coup de tête quand on affirme plusieurs fois par jour être le plus grand défenseur de la liberté d'expression et que l'on assure que la censure détruit la société? Elon Musk est un homme plein de contradictions. C'est peu dire. Il est pétri de contradictions. Elon Musk a décidé brutalement d'interdire le partage de la localisation d'un individu en temps réel sur Twitter pour limiter les risques de violence. Le problème est que la définition est large. Si les comptes qui partagent la localisation d'un avion sont les premières cibles d'Elon Musk, puisqu'il l'embête personnellement, n'importe quelle photo d'une célébrité pourra être interprétée comme effrayant le règlement du réseau social. Tout a commencé le 14 décembre lorsque Elon Musk, après avoir promis qu'il ne toucherait pas aux comptes qui suivent son jet privé au nom de la liberté d'expression, a brusquement suspendu ElonJet, un compte géré par le développeur Jack Sweeney. ElonJet ne fait rien d'autre que de partager des captures d'écran des trajets de l'avion d'Elon Musk qui sont publics. Puisque tous les vols peuvent être suivis en temps réel, personne n'est épargné. L'identifiant du jet privé d'Elon Musk est connu, c'est le N62-8TS, son jet privé, et rentrer ce code sur les sites de Flight Tracker suffit à être informé de son emplacement en direct. ElonJet n'effreint donc aucune loi, puisqu'il relaie simplement des informations qui sont déjà disponibles sur le web, même si Elon Musk l'a toujours détesté. Là où les choses... Alors, pourquoi Elon Musk agit ainsi? Dans une série de tweets, le milliardaire explique que son fils aurait été récemment suivi par un inconnu en voiture. Il estime qu'il s'agit de la faute des comptes comme celui de Jack Sweeney qui facilite le stalking, l'acte de suivre quelqu'un contre son gré, qui arrive beaucoup aux célébrités. Elon Musk a alors eu une idée étonnante, diffuser auprès de ses 120 millions d'abonnés une vidéo, justement, de l'individu qui aurait suivi la voiture où était son fils. Le chauffeur est allé filmer l'individu et Elon Musk relaie la vidéo de l'individu qui est masqué en demandant est-ce que quelqu'un le reconnaît. Et ça, à ses 120 millions d'abonnés sur Twitter. Pour lancer une chasse à l'homme géante, une pratique qu'il juge sans doute moins dangereuse que le partage de la localisation d'un avion dans le ciel, à moins qu'il ne se rende pas compte de la contradiction. Et là, c'est clair, je suis complètement d'accord avec l'article de Numérama. Que tu dises c'est très dangereux de partager les infos sur la localisation des célébrités ou des gens importants dans le monde, et ça peut même être des problèmes de défense nationale. Si, par exemple, on avait accès à l'avion qui transporte le président de la République pour savoir sa localisation exacte dans le monde à n'importe quel moment, quelqu'un qui n'aime pas du tout la France, il suffit d'avoir un petit missile qui sait lire un GPS. Et c'est finito. Donc oui, c'est dangereux. C'est quand même dangereux. Après, c'est des informations, et l'aviation est comme ça, c'est des informations publiques. La localisation d'un avion. Tant que je pense l'avion n'est pas militaire, et c'est le cas d'ailleurs de l'avion qui transporte le président de la République française, c'est un avion militaire, donc lui, il a le droit, on va dire, de ne pas être suivi. On a accès aux positions des avions présidentiels, d'accord, ok. Alors, lui, il appuie cette interdiction en disant, vous voyez, il y a quelqu'un qui poste les lieux approximatifs de ma voiture, et du coup, mon fils X, qui était dans la voiture avec chauffeur, il y a un stalker
qui est venu et ça lui a fait très très peur. D'où ma raison de bloquer des sites qui donnent du suivi en temps réel des véhicules, on va dire, de célébrités ou de personnes importantes. Et là, il poste une vidéo en disant « Regardez, c'est le mec qui est venu faire peur à mon fils dans la voiture. Est-ce que vous le reconnaissez ?» Est-ce qu'il ne vient pas de contredire sa propre règle ? Est-ce que ça ne vient pas contredire sa propre règle ? Parce que quelque part, il incite au tracking de l'individu. Donc là, déjà, il y a un problème. Il y a quand même un gros problème. Et l'autre problème, et là, c'est pas dans l'article parce que ça vient d'arriver ce matin, c'est que Elon Musk n'a l'air de pas s'arrêter là. Il vient de bloquer des comptes de journalistes qui ont relayé cette info en la mettant en doute. Notamment, alors j'ai pas tous les détails parce que c'était vraiment ce matin à 7h quand je préparais l'émission que j'ai vu le tweet notamment d'une journaliste qui avait mis en doute la véracité de cette histoire de son fils dans la voiture. En disant, c'est un peu cousu de fil blanc, il voulait bloquer ce mec qui suivait son jet privé, il y a cette histoire de son fils, et comme ça lui permet de dire, je fais ça pour ma sécurité et la sécurité de ma famille. Donc elle mettait en doute ça, et boum, elle s'est fait bloquer son compte Twitter. Là, c'est beaucoup plus dangereux. Quand on commence à bloquer des journalistes qui font leur travail de mise en doute des informations, là, ça va plus du tout, en fait. Pour moi, en tout cas. Pour moi, il y a un vrai problème quand on commence à bloquer des gens qui sont là, qu'on soit pas d'accord avec eux, qu'on trouve qu'ils relaient l'information comme des gros dégueulasses, c'est une chose. On peut s'opposer à eux. Les faire bannir de ta plateforme parce que ce qu'ils disent te plaît pas, là, on est dans de la dictature, complètement. Bloqué au nom de la liberté d'expression. T'as bien résumé les choses et la contradiction actuelle des derniers moves d'Elon Musk, quoi. Donc, c'est quand même assez embêtant, hein, là. Ça devient très, très embêtant. J'avoue que je suis extrêmement choqué qu'il bloque des journalistes. Bloqué, ouais. Des personnes fans sont parfois dangereuses. Oui, non, mais c'est... Alors, attention. Je suis pas en train de dire que c'est pas dangereux. Bon, alors déjà, les jets privés, on va pas revenir dans le débat, mais c'est vrai que les jets privés qui polluent quand même énormément, la seule défense que je puisse trouver aux jets privés, c'est que quand tu atteins un certain niveau de célébrité et que tu subis des harcèlements de masse dès que tu fais la moindre apparition, c'est compliqué de prendre les mêmes avions que nous, même en voyageant en première. Parce que si vous avez voyagé dans un avion récemment, on traverse les premières. Vous avez remarqué d'ailleurs comme dans un avion, vous avez l'expression de la lutte des classes. Vous passez de la première à la business, à la maintenant économie premium, et vous terminez par l'économie. Nous avons toutes les couches sociales dans un avion. Donc c'est la seule raison qui pour moi, je dirais pas que ça justifie des jets privés, mais qu'à la limite je puisse comprendre que par exemple un président de la République, un premier ministre, certaines personnes à haute visibilité utilisent des jets privés. J'aimerais qu'on oblige les compagnies aériennes à avoir des box fermées en première dans laquelle on puisse transporter des célébrités. Voilà. Oui, les couches sociales qui peuvent se payer l'avion. Il va sans dire, bien évidemment. D'ailleurs, quand on est en first, on peut jeter ses coques de pistache chez les échos. Eh, la plèbe! Non, c'est plus classe de faire un petit... tu fais une petite catapulte et tu envoies quelques grains de caviar jusqu'au fond de la classe éco. Eh, les pauvres!
Des box privées, des cages, voilà. On devrait faire des cages pour les célébrités. Les premières sont à l'avant. En cas de crash, les riches meurent en premier. Ouais, mais du coup, les pauvres souffrent. C'est eux qui se retrouvent sur une île déserte où il y a des ours. Ou qui se retrouvent congelés en haut des montagnes à devoir se manger les uns les autres. Donc, c'est un certain luxe de mourir le premier dans un crash d'avion. C'est horrible ce qu'on est en train de raconter. Ouais, des ours polaires et des monstres de fumée noire. Vous avez la ref. Les pauvres mangent les corps des riches. Eh ouais, c'est la brillante... manger les riches. Brillante illustration. Bah non, mais après, ça, vous avez raison. Vous avez vu le Titanic. Attention, on ne spoil pas la fin du Titanic, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oh là là, la blague de boomer. Voilà, dans le Titanic, regardez le pourcentage de survivants en 3e classe, le pourcentage de survivants en 2e classe et le pourcentage de survivants en 1re classe. Ah ben moi, c'est ce que je fais hein, quand je voyage en première. Je mange du caviar, je bois du champagne, en disant comme ça mon corps aura meilleur goût si les pauvres survivent et qu'ils sont obligés de me manger. Tout à fait. Ma blague a coulé, ouais. Nota Bene a débunké cette théorie sur le Titanic. Ah, intéressant. Ok, je croyais qu'il y avait des pourcentages, que c'était plus les 3e classes qui étaient morts, mais j'irai voir la vidéo de Nota Bene. Intéressant. C'est bien qu'il débunk ce genre de croyances populaires. Oui, le taux de survie maximum est à l'arrière en écho. Mais ce que je veux dire, dans un crash, ça dépend où tu te crashes, mais moi, personnellement, en cas de crash aérien, j'espère y passer très vite. Hein. J'ai pas envie de me battre contre des ours blancs et des créatures noires sur une île, et en plus de terminer la série en eau de boudin. J'ai pas envie de me retrouver dans le froid, congelé en haut d'une montagne. Hein. Donc il y a une forme de luxe à être dans les premiers à mourir. Pas de souffrance. Tiens, j'ai pas remercié les contributeurs depuis le début de l'émission. Merci Braque25 pour ton Prime 10e mois d'abonnement. Merci Mediosam pour tes 10 abonnements communautaires. J'avais pas vu. Merci. Ah oui, il faut dire que j'ai pas mis le son. Merci Nizarki pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sébaz également, 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Willy M pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Nabil 1913 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Medio Sam pour ton qui a offert un abonnement communautaire. Ça régale ce matin. On a eu le train de la hype, j'ai même pas vu passer. Merci Sultan 97 400 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Docteur Rictus pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Oxymore 12 pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Néo 92 56 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Originally Strange, il y en a un ce matin, pour ton 25e mois d'abonnement. Pareil pour toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Voodoo Cry pour ton Prime. Merci Octanium pour ton Prime également. Mais ça, c'était il y a 9 heures. Mais un grand merci à toi quand même. Mais Jérôme, si tu as un iPhone 14, tu pourras indiquer ta position par satellite et renseigner les secours. C'est pas faux. C'est pas faux.
Merci Vigen FR également pour ton 14e mois d'abonnement. Jojo l'escargot pour ton 17e mois d'abonnement. Braque25 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci à vous. Un grand merci. J'ai mangé le nouveau plat bœuf pâte au menu avec yaourt. C'était vraiment bon. De quoi vous parlez? Ah, je chope des conversations au vol. C'est contractuel de dire c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Oui, si t'as passé le 24e mois, 2 ans de contribution, moi je dis c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Les trains, c'est bien le seul endroit où riches et pauvres sont égaux devant les retards interminables. Ouais, mais je préfère être en retard en première classe qu'en seconde. Hein. En vrai. En vrai. Bah, il faut les payer, les cheminots aussi, l'inflation. Et décidément, la lutte des classes, c'est votre obsession hein, ce matin. Hein. La bourgeoisie, les pauvres, hein? Oui, c'est un oubli de désactiver le renouvellement automatique les 24e mois, ouais. Tu auras bien un riche qui aura encore de la batterie sur son iPhone 14 Pro. Il aura surtout une batterie externe, bien évidemment. Ça devient n'importe quoi ce stream. Oh, c'est cool, c'est vendredi. On peut parler d'autre chose que de smartphone. Dans les trains, c'est plutôt la lutte des places. Pas mal, pas mal. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Allez, on passe à l'article suivant. Ça, c'était un article de Numérama, mais j'ai peut-être déjà dit. On va parler rapidement du concept Luna, que je trouve hyper intéressant. C'est Dell qui lance ça. Il frappe fort avec son concept de PC portable, évolutif et réparable. Le concept Luna nous avait impressionné. C'est un article des Numériques. Nous avait impressionné l'année dernière, repensant la manière dont était fabriqué un PC portable avec des composants modulables et évolutifs. Cette année, Dell n'a pas délaissé le concept et l'a même amélioré. Désormais, il suffit d'actionner un simple mécanisme à l'aide d'une petite pique, un peu comme pour ôter une carte SIM d'un smartphone, pour que le bandeau situé au-dessus du clavier puisse être retiré. Et à partir de là, vous pouvez tout démonter. On peut extirper le clavier, les composants internes et même l'écran sans outil aucun. Lors de la présentation en direct de la manipulation, le tout a pris moins d'une minute à être démonté, les pièces étant simplement connectées les unes aux autres à l'aide de clips. On imagine que Dell ne procède pas de la sorte pour le plaisir et que Luna pourra arriver un jour sur le marché, mais sous cette forme ou sous une autre, même si ce n'est pas prévu pour l'instant. On est à l'état de prototype. Hein. C'est toute la chaîne de production qu'il faut repenser, ainsi que le SAV et la façon dont les constructeurs proposeraient des nouveautés à ses clients. Effectivement, on peut imaginer que dans le futur, on n'achète plus un nouvel ordinateur, mais peut-être une nouvelle carte graphique. Et on garde la carte mère, qu'on puisse, voilà, c'est le fameux fantasme du modulable, qui on sait, c'est vautré sur les smartphones, contrairement à ce que j'avais prévu. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça marche avec les ordinateurs? Je pense que l'idée derrière ça, c'est que les gens démontent bien leur tour et changent bien des pièces dans leur tour. Donc pourquoi pas sur leur portable? Donc c'est pas inintéressant. L'idée nous semble plus que louable, mais il ne faudrait pas que Dell tarde trop vite à franchir le pas, au moins sur un modèle, avant que le concept ne prenne la poussière. Si un petit constructeur comme Framework peut le faire, on se doute qu'un géant de type Dell devrait y arriver. Parce que oui, ce concept Framework le fait déjà de l'ordinateur démontable. Hein. Ça reste une minorité qui upgrade leur tour. C'est vrai aussi, oui. Non, on l'a pas testé le framework laptop, mais c'était effectivement déjà un peu sur le même principe. Mais c'est intéressant qu'un gros constructeur comme Dell soit sur la même piste, en fait. Hein. En fait,
il y avait en fait un Alienware évolutif. Enfin, à un moment, on reste dans la même génération processeur graphique et qu'on achète des pièces Dell. Ils se sont fait poursuivre pour ça. D'accord, ok. Le LG G5 smartphone modulable qui était trop bien. J'avais testé à l'époque, l'idée était bonne, l'application de l'idée n'était pas bonne. Allez, on va passer à l'article suivant. L'article suivant, c'est une brève de Vanity Fair. Eh oui, j'ai aussi Vanity Fair dans mes sources. Guillaume Rosier, créateur de Covid Tracker et Vitmados, va rejoindre l'Élysée. Guillaume Rosier, l'ingénieur en informatique de 26 ans, qui s'est fait connaître du grand public grâce à ses graphiques, suivant au quotidien l'épidémie, le site Covid Tracker, puis en lançant une plateforme de prise de rendez-vous pour le vaccin anti-Covid dont on s'est beaucoup servi, va rejoindre les équipes de l'Élysée. Le jeune ingénieur devait débuter en janvier au sein de l'équipe communication et stratégie, dirigée par un nouvel arrivant Frédéric Michel, depuis septembre. Eh bien, on apprend que Guillaume Rosier occupera une fonction intitulée conseiller data, qui doit promettre d'améliorer le suivi des politiques publiques et d'évaluer l'impact des décisions. C'est intéressant. Distingué parmi les 30 de moins de 30 ans par Vanity Fair en 2021, Guillaume Rosier recevait nombre de propositions alléchantes jusqu'à la Silicon Valley. Il a eu notamment l'opportunité de converser avec le PDG d'Apple, Tim Cook, qui l'a félicité pour son travail bluffant, mais jusqu'à là, l'humble ingénieur a préféré garder son poste de consultant dans un groupe informatique à Paris. Il a quand même récemment fait part de ses envies de politique. Son message semble avoir été entendu. En janvier, il retournera donc à l'Élysée, lieu qu'il connaît déjà un peu pour y avoir décroché d'avoir été décoré de l'ordre du Chevalier de l'Ordre national du mérite des mains d'Emmanuel Macron en 2021. Voilà. Pour l'avoir rencontré, Guillaume Rosier, garçon incroyablement brillant, incroyablement clairvoyant. J'ai une grosse admiration pour ce qu'il fait. Il m'a dit, parce que je l'ai rencontré, c'était une réunion chez Microsoft, il m'a dit qu'il regardait le mug de temps en temps. Ça m'a vachement flatté, hein. Ça m'a vachement flatté, ça m'a boosté l'ego, hein. C'est quand même assez classe. Après, on peut dire, ouais, il rejoint l'ennemi, il va chez Macron à l'Élysée. C'est son choix. Mais bon, à 26 ans, être conseiller data au sein du gouvernement, c'est pas mal comme petit parcours, quoi. C'est quand même pas mal. Après, va-t-il politiser son message data? N'est-il pas déjà politisé? Puisque d'une certaine façon, il a soutenu le gouvernement, notamment avec la prise de rendez-vous. Il y a un bon salaire. Alors on fantasme sur les salaires quand on est au gouvernement. On va dire que dans le gouvernement, il y a d'autres moyens de faire de l'argent que par ton salaire. Naotech Team président, au secours, pitié, non. Mais quelle horreur, quel métier de merde. Mais quel métier de merde, président. Quoi que tu fasses, de toute façon, t'as la moitié du pays qui est contre. Quoi que tu fasses. Et alors, Macron, encore plus. Macron, tout est de sa faute. Je veux bien qu'il ait fait beaucoup de conneries, mais je trouve qu'on est trop dans... Bon, de toute façon, c'est la faute à Macron. Non, mais travailler au gouvernement, ça t'ouvre des portes. Ça... On le voit, hein, il y a beaucoup d'hommes politiques qui font après un détour dans le privé, hein, après leur carrière politique. Sauf pour Manuel Valls.
Oh là là, vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Ah, t'es pour la retraite à 65 ans? Je vais pas me faire des amis, mais quelque part, oui. Aïe, 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 j'aurais pas dû dire ça. Mais oui, disons que je suis plus pour une harmonisation européenne de l'âge de la retraite. Voilà. Donc oui. Attention, je suis pas pour la retraite à 65 ans pour tous les métiers. Et effectivement, il y a des métiers pénibles, etc. Mais bah pour moi, désolé hein, de vous le dire, mais c'est une logique implacable. On se maintient en bonne forme plus longtemps, la médecine évoluant. Les personnes vieillissent plus longtemps, vivent plus longtemps. Forcément, il y a un moment, ça coince. Mais bon, je sais que tout le monde, et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Ok, ben, on n'est pas là forcément pour en discuter. 65 ans, c'est l'âge de la retraite dans beaucoup de pays. C'est tout ce que je dis. Alors certains vont dire, bah ils ont qu'à repasser à 60 ans. Des acquis qui se perdent. Alors, je m'arrête une seconde là-dessus, parce que ça m'énerve, ce genre de phrase. Les acquis ne doivent pas nous... Enfin, le monde évolue. Les acquis ne doivent pas se scléroser et devenir intenables, je pense. Les acquis doivent évoluer. Je sais pas, mais il y avait peut-être des acquis autrefois qui servent plus à rien aujourd'hui, quoi. Mais ça, le sacro-saint acquis en France, acquis et kiki, surtout pas toucher aux acquis. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que si un acquis sclérose une situation, l'empêche de progresser, d'évoluer, d'être de son temps, bah, il faut remettre en cause cet acquis, ouais. Mais bien sûr, c'est bien ce que... voilà, alors les attaques. Je suis... Bien sûr qu'il y a des métiers qui ne doivent pas bosser jusqu'à 65 ans. C'est évident. C'est évident. Voilà. Bah, désolé hein, d'avoir donné mon avis. C'est peut-être pas mon rôle, mais vous m'avez demandé, je vous ai répondu. Mais on va peut-être s'arrêter là. Parce que c'est plein de nuances, ce genre de débat, bien évidemment. Vous voulez des pensées cubiques. Voilà. Moi, après, personnellement, qui suis un indépendant, qui suis plus salarié depuis très très longtemps, moi, j'ai envie de travailler jusqu'à ce que je puisse plus travailler. Mais c'est aussi parce que je fais un métier à part. Je fais un métier où il y a beaucoup de passion dedans. Mais non, je rêve absolument pas de partir à la retraite, quoi, le plus tard possible, moi. Mais c'est moi, c'est ma situation. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait être comme moi. Mais j'aimerais bien la liberté aussi d'être moi. Je pense qu'il faut vachement encadrer les choses, éviter les abus patronaux et l'exploitation des gens. On est 100% d'accord. Mais je pense aussi qu'il faut laisser une liberté aux gens de s'organiser et d'organiser leur vie. Voilà. Mais arrêtez de m'attaquer là-dessus. Bien. Est-ce que j'ai dit que je faisais un métier aussi fatigant que les gens qui vont sur des chantiers? Non. J'ai dit qu'il y a des métiers dont la pénibilité, c'est bien évident qu'il ne faut pas qu'ils partent à la retraite à 65 ans.
Je suis 100% d'accord avec ça. Je sais pas comment vous le dire. M'attaquez pas sur des choses où je suis d'accord. Jérôme, ce matin, il lance des bombes et article suivant. Ouais, je suis vraiment vache. J'impose rien, je donne mon avis. Je sais qu'il y a des métiers qui ont une pénibilité physique que moi, je n'ai pas dans mon métier. Après, ne croyez pas que notre métier est aussi facile que ça. Mais je me comparerai jamais à quelqu'un qui travaille sur les chantiers, bien évidemment. Il faut baisser l'âge de la mort. Je trouve que dans ce débat, rigolons un peu, mais je trouve que c'est le meilleur commentaire dans ce débat. On devrait baisser l'âge de la mort. Effectivement. Bon, allez, on passe au dernier article. Vous voulez continuer à parler de la retraite? C'est peut-être pas une bonne idée que je réponde à la question, hein. Mais ouais, passons à Soleil Vert, là où on décrète l'âge où les gens doivent mourir. Et on les envoie dans un mouroir et on les transforme en aliments. C'est pas une mauvaise idée. Logiquement, c'est pas une mauvaise idée. Au moins, plus de problèmes de retraite. Non, débat plus facile, tu veux changer les allocations chômage ou quoi? Vous voulez qu'on parle du SMIC? Ah, le chat est ultra politisé et polarisé hein, aujourd'hui. Hein. Waouh! Soleil Vert, 1973, tout à fait. Avant le vendredi, c'était cool ici. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, dernier article. On va parler de Starlink. Qui compte offrir une connexion cellulaire directe au smartphone via T-Mobile aux États-Unis. SpaceX a reçu le feu vert pour faire passer sa constellation Starlink à plus de 10 000 satellites en orbite terrestre basse au cours des prochaines années. L'entreprise espère désormais proposer son service d'Internet haut débit directement au smartphone via l'opérateur T-Mobile. Début décembre, SpaceX a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis pour obtenir l'autorisation d'équiper certains de ces satellites Starlink de deuxième génération d'équipements de téléphonie directe. Il s'agit d'une étape réglementaire majeure que l'entreprise spatiale d'Elon Musk doit franchir pour concrétiser l'annonce faite en août par T-Mobile de connecter son réseau et celui de Starlink afin d'éradiquer les zones blanches de téléphonie mobile, du moins dans une grande partie des États-Unis. Cette nouvelle capacité permet à Starlink de fournir des services vocaux de messagerie et de navigation basés sur Internet à des vitesses maximales théoriques pouvant atteindre 3 mégabits seconde ou 7,2 mégabits seconde en upload et 4,4 mégabits seconde ou 18,3 mégabits seconde en téléchargement. Peut-on lire dans le dossier présenté à la FCC. Ces dernières années, plusieurs organisations scientifiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la manière dont la prolifération des satellites peut interférer avec les observations astronomiques et constituer une menace potentielle pour les opérations en orbite des astronautes. SpaceX s'est engagé à désorbiter les engins dans... Ça ferait une bonne phrase de combat, ça. Je vais désorbiter. Les engins dans les délais prévus et ajouter des revêtements spéciaux et des améliorations technologiques pour réduire la réflectivité de ces satellites. Aïe aïe aïe, le maillage du monde par 10 000 satellites d'Elon Musk. Danger.
Après, ça donne un peu de sens à sa menace à Apple en disant bah, je vais lancer mon propre téléphone. Et le téléphone satellitaire pour tous, le truc qui est pas mal, c'est que tout le monde aura du réseau. Après, s'il reste à l'intérieur, mais... Moi, j'aime bien être au courant de ce qui va se passer dans le monde tech. Jérôme de Nowtech, bientôt ici, ça sera Soleil Vert et on enchaîne sur Starlink. Oui, après, je sais pas, vous aviez peut-être un débat sur le fait que... et moi, je ne traite pas que des articles de pure tech. Vous avez Léo, pour l'instant, qui a réussi à rester, qui démarre dans le mug, qui fait des articles. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de trucs de société. Je sais aussi que parfois, je me répète, parce que vous n'êtes pas toujours le même public tous les matins. Moi, je le vois, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que la tech est intéressante quand, justement, on extrapole. Elle nous mène à la politique, elle nous mène à tout un tas de choses. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fais une émission qui m'intéresserait, moi, d'écouter. Mais je comprends aussi que certains en aient marre de ma gueule et de ce que je fais. Et puis, si Elon Musk se lève du mauvais pied, il coupera l'accès. Bah, vu comment Elon Musk agit avec Twitter, personnellement, je serais pas fan de passer mon forfait sur ces satellites. Tech et politique, notre Patrick qui arrive dans le chat. Comment vas-tu, Patrick? Tu as raté notre débat. Il n'y a eu que de la politique ce matin. On était de la lutte des classes, les places dans les avions pour les riches. Il y avait quoi? Qu'est-ce qui est de droite ou de gauche? Je ne sais plus. C'était terrible. Terrible. Surtout une époque où le progrès n'est plus une notion qui va de soi, comme ça a été le cas plus des siècles. C'est très intéressant. J'ai jamais réussi à écrire complètement la vidéo, mais j'ai toujours une vidéo qui me trotte dans la tête sur le rapport entre progrès, technologie. Qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce que la technologie? Qu'est-ce que l'évolution? Enfin, la technophobie aussi. Il y a une vidéo intéressante, mais compliquée à écrire. Les pauvres, ils ont qu'à arrêter. Oh là, c'est Patrick qui le dit, donc vous en prenez à lui. Les pauvres, ils ont qu'à arrêter d'être pauvres. C'est Patrick qui dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Oui, en fait, j'avais tout un truc sur l'innovation, le rapport entre l'innovation et le progrès. Toute innovation est-elle toujours un progrès? C'est une super idée de vidéo que personne ne regarderait, mais ça serait une super idée de vidéo. Non, justement, progrès et innovation ne sont pas exactement la même chose. C'est pour ça, c'est intéressant. Donc voilà, progrès ou innovation, Elon Musk? Bah ça dépend des heures. Avec Elon Musk, tous les jours, toutes les heures, il y a la surprise d'Elon. Moi je regarderai, bah merci Pascal, au moins une personne regarderait. Au moins une personne. Ça vaut le coup de la faire alors la vidéo. Sur ce, nous allons passer au message de notre formidable sponsor, bien évidemment. Vous le connaissez bien, vous le connaissez tous, puisque c'est Shadow avec le Shadow PC. Avant de commencer, je précise que le 23 décembre, la veille de la veillée de Noël, le 23, à 16h, je prendrai l'antenne ici sur Twitch pour répondre à toutes vos questions par rapport au Shadow et Shadow PC, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le Shadow PC. Donc si vous avez des questions, je la ferai probablement avec le Shadow PC à côté. Donc on pourra éventuellement faire des tests, faire tourner Cyberpunk en live. Pardon. J'en ai le hockey. Pour voir ce que ça vaut. Et c'est complètement normal que ceux qui sont en train de se dire
peut-être Shadow PC, mais j'ai des questions. Eh bien, je serai là pour y répondre. Voilà, donc c'est le 23. Notez bien cette date, ça sera ici en live. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas là le 23, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'y répondrai dans ce live. Voilà. Cyberpunk 2077 en live, ouais, j'ai déjà streamé ça. Alors, Shadow, c'est quoi ? Qu'est-ce que Shadow ? Eh bien, c'est un service de cloud computing. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait par un PC Shadow. À 2-3 activités près. Vous ne pourrez pas miner de la crypto avec votre Shadow PC. Surfer, jouer, travailler, se distraire, par contre, ça, vous pourrez le faire. Vous pourrez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, et avec n'importe quelle connexion Internet stable. Et j'insiste sur le stable, c'est mon leitmotiv maintenant sur le Shadow. C'est pas la vitesse de votre connexion qui compte, c'est sa stabilité. Il faut quand même qu'elle soit au moins de 15 mégabits seconde pour pouvoir prétendre à ce qu'un Shadow fonctionne. Mais vraiment, je le répète, le plus important, c'est sa stabilité, qui réside souvent dans des problèmes que vous avez dans le dernier mètre de connexion entre votre box et votre ordinateur ou votre objet informatique. Vous pourrez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, avec n'importe quelle connexion stable. Je vous l'ai déjà dit celle-là. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou sur votre nouveau Mac. Parce qu'un Mac est toujours nouveau et un PC est toujours vieux, bien évidemment. Non, mais ça marche dans les deux sens. Votre nouveau PC ou votre vieux Mac, vous pourrez faire tourner Shadow aussi. Hein. Mais vous pourrez aussi le faire tourner sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre télé sous Android, et même sur un Raspberry Pi 4, puisqu'ils l'ont annoncé récemment. Shadow fonctionne sur les Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport à d'autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC. It's a PC. Donc, tous les jeux que vous avez déjà achetés, quel que soit le store, sur Steam, sur Blizzard, enfin Battle.net, tous les jeux que vous avez achetés fonctionneront sur le cloud. C'est pas comme des offres de cloud gaming où les jeux sont plus ou moins sélectionnés, et dans le cas de GeForce Now, certains ne passent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui passent pas sur Shadow, notamment Valorant. Un certain nombre de jeux qui n'acceptent pas les VM ne fonctionnent pas. Honnêtement, il y en a vraiment pas beaucoup. Valorant et Genshin Impact étant les deux plus gros, effectivement, qui ne fonctionnent pas sur un Shadow PC. Il faut le savoir. Mais pensez aussi que comme c'est un PC complet, vous pourrez faire autre chose que jouer. Vous pourrez également travailler dessus, faire tourner votre Photoshop, votre Premiere, n'importe quel logiciel, puisque c'est un vrai PC. Le Shadow, c'est un PC complet, accessible à distance pour 29,99 € par mois. Et si vous avez besoin de plus de puissance, du ray tracing, de la 4K, de l'équivalent d'une carte graphique RTX 3070, avec un supplément de 14,99 €, vous débloquerez l'option Power. Vous aurez un Shadow Power. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce qui permet de faire tourner avec du ray tracing en haute définition et tous les curseurs en ultra. Alors n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow. Vous aurez 10 € offerts dès le premier mois d'abonnement avec le code NOWTECH10. Pour trouver le lien pour vous abonner à Shadow, et c'est ce lien qui est vraiment important que vous l'utilisiez, qui est très important que vous utilisiez, c'est point d'exclamation Shadow dans le chat pour avoir le bon lien. Merci Samuel de l'avoir remis, mais si vous l'avez raté, vous tapez point d'exclamation Shadow et vous aurez le lien. Oui, il faut que vous demandiez aux gens de Shadow où ils en sont sur la réparation de leur speed test, qui manifestement... Ah, ils ont un petit souci avec... Ah, ils ont encore un souci avec notre code promo. Je suis pas content. Il y a un souci avec le code promo? Encore?
Putain, mais c'était réparé. Bon. Ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Tout est déjà installé, il faut pas mettre sa licence. Oui, non, non. La licence Windows fait partie du prix. T'as un Windows installé, hein. Ah non, il y a un souci avec le speed test, pas avec le code promo. Ok. Oui, le speed test, a priori, il est pété. Donc, dites-le aux gens de Shadow. On veut le speed test, réparez-le. Dites-leur sur Twitter. À vous d'agir. Ouais, Shadow, tu peux jouer sur ton Apple TV, ouais. Il y a une appli. Écoutez, je vous propose, parce qu'il est 9h28, on va passer au Corn Fac. Si vous avez des questions sur Shadow, c'est le moment de mettre vos questions avant le lait ou après. Alors, Fanny et Schmod, moi, ce que je vous conseille, parce qu'effectivement, les speed tests, en fait, le plus important dans le speed test, ça va plutôt être vos pertes de paquets, mesurer la stabilité de votre connexion. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en train d'envisager Shadow, utilisez notre code de réduction de 10 €. Ça vous fera le Shadow de base. Prenez le Shadow de base. Ça vous fera avec 10 € de moins. Ça vous fait le truc à 20 € le mois de test. Voilà, vous dépend. C'est sans obligation Shadow maintenant, donc vous pouvez vous désabonner. Et comme ça, vous avez le temps de tester vos jeux. Vous avez le temps de voir si ça marche chez vous, si ça marche pas chez vous. Vous avez le temps d'optimiser éventuellement votre connexion pour que ça marche mieux si jamais il y a des problèmes. C'est le meilleur speed test que vous pouvez faire pour si vous vous intéressez au Shadow PC, à mon avis. J'ai un souci dans la décision pour mon nouveau PC en DDR4, 32 ou 64 sur un PC gamer. Pour jouer 32, ça suffit largement, non? Je voudrais pas dire de conneries, mais 64... Oui, on est bien d'accord, Kreiser, les céréales, c'est avant le lait, il n'y a pas de discussion possible. Les hérétiques, arrêtez de profaner notre chapelle avec vos fausses croyances. Ouais, 32 Go pour du jeu vidéo, ça passe largement. Alors, le test n'est pas gratuit. Je vais t'expliquer pourquoi, Anthonyme. Le test des Shadow, c'est impossible qu'il soit gratuit. Shadow, c'est pas comme d'autres offres de cloud gaming où ils vont diviser la puissance des serveurs entre les utilisateurs. Chaque Shadow demande une ouverture, une formatage, l'installation d'une licence Windows. Donc, ils pourraient pas faire un test gratuit et ensuite l'enlever, en fait. La seule chose qu'ils pourraient faire en gratuit, et à une époque ils ont évoqué l'idée, c'est vous donner des créneaux horaires où vous pourriez tester un Shadow pendant 1 heure gratuitement. Mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Mais si tu comprends comment fonctionne le Shadow, tu comprends pourquoi ils ne peuvent pas faire un essai gratuit. Là où d'autres qui font juste du cloud gaming, donc du partage de puissance, il peut y avoir plus de gens sur une même puissance, peuvent faire des essais gratuits. Non, Anthony, en fait, ça leur coûterait beaucoup trop d'argent, ces essais gratuits. Il y a un vrai coût à ouvrir un Shadow, puisqu'il va être personnel. C'est ton PC sur les serveurs Shadow. Ça leur coûterait beaucoup trop cher de l'installer juste pour ton test gratuit et ensuite de le désinstaller. C'est juste pas possible, en fait. Oui, rappel, et Samuel vous le rappelle, nous faisons la trêve des confiseurs. Nous ne serons pas ouverts, il n'y aura pas de mug entre le 26 et le 30 décembre. On va travailler quand même, mais on est quand même en pause. Voilà. Le stockage... Ah merde, j'arrive pas à lire... Le Bataline, c'est mal foutu ce truc. Attendez.
Yep. Le stockage n'est pas donné sur Shadow. Je suis d'accord. Vous voyez, j'ai beau promouvoir Shadow, puisque bah, je suis payé pour, c'est un sponsor. Je suis d'accord que ça serait bien qu'ils changent un peu, soit les prix sur le stockage, soit un stockage un peu plus conséquent sur l'offre de base. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste moins cher que chez Apple le stockage. Oui, non, mais Apple le stockage, c'est pas du stockage, c'est un palace le stockage chez Apple. Est-ce possible? Alors attendez, j'ai raté des questions. J'essaie d'en reprendre quelques-unes. Est-ce que les parents verront la différence de quoi? Putain, j'ai pas suivi votre conversation. La Nvidia Shield pour faire tourner Shadow, c'est idéal, ouais. Apple, il y a 1 gramme de caviar par... Oh, c'est plus cher que les grammes de drogue, hein, chez Apple. Je parle même pas de caviar. Une vidéo de prévue sur le chiffrement des données Apple, pas tout de suite. On observe, mais a priori pas en janvier en tout cas. Il n'y aura pas non plus de jeudi VIP, je pense pas. Par contre, je ferai peut-être des petits coucous en live, mais je veux rien promettre. Je veux rien promettre. Shadow PC pour VR, ça marche super bien. J'ai acheté une visière. Quand vous comprenez bien le gros intérêt du Shadow PC pour la VR, c'est qu'avec une petite visière comme la Quest 2 de chez Meta, qui est normalement une visière sous Android et qui a on va dire, une puissance limitée, qui n'a rien à voir avec une visière où vous pouvez faire tourner des jeux PC, et ben avec le Shadow PC, et ça, c'est génial, c'est que comme la visière est sous Android, vous pouvez installer l'appli Android Shadow et balancer des jeux sur votre Shadow. Et moi, j'ai joué comme ça à Skyrim VR, on le voit dans ma vidéo, à Skyrim VR qui ne tourne pas sur le Quest de base, puisque c'est un jeu PC VR. Vous voyez l'avantage? C'est que vous avez la légèreté d'un casque comme le Quest 2, qui est absolument pas obligé d'être relié ou quoi que ce soit. Et ça, c'est génial. Là, pour la VR, c'est clairement l'avenir. Alors attention, pour l'instant, tout ça est en alpha. C'est pas si simple que ça d'installer Shadow pour la VR, mais je peux vous dire, ça marche. Et il n'y a pas de lag, parce que là, le lag serait impardonnable en VR. Si Skyrim laguait par rapport à mes mouvements de main, tu vomis au bout de 5 minutes. Ben là, j'ai pas eu de lag. Et en vrai, ça m'a réouvert les yeux sur l'avantage du Shadow PC, quoi. Alors, j'ai pas testé Half-Life Alyx parce que je l'ai pas. Est-ce que tu penses que les casques VR vont remplacer les écrans d'ordinateur? Non, en tout cas pas au niveau de confort auquel on arrive aujourd'hui. C'est quand même fatigant, ces casques. Au bout d'une heure, moi j'en peux plus, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu mon constat, c'est que Skyrim, je le ferai pas en entier en VR. Trop fatigant pour l'instant. Shadow sur PS5, si ça pouvait se faire, ce serait feu. Oui, un peu plus compliqué. Il n'y a pas encore triple A full VR. C'est un marché de niche, hein, pour l'instant, même si je pense qu'il y en a pas mal des visières qui ont été commandées ce Black Friday. Il y avait quand même une bonne offre pour la Quest 2. C'est un marché encore balbutiant. Certains disent même que c'est un marché mort, hein. Moi, je n'oserais pas vous soutenir que la VR est foutue. Je n'oserais pas vous soutenir non plus que la VR, c'est l'avenir. Le live, réveillon en live,
On verra, j'en ai pas parlé à Marion. Le truc, c'est qu'on va avoir de la famille, a priori. Donc ça risque de pas être possible cette année. On verra, et c'est clair qu'on en a déjà parlé, mais si Apple se met à la VR et à l'AR, ils peuvent donner l'impulsion qui sortirait le truc d'un marché de niche. Mais ça va dépendre des applis et de l'utilité réelle des applis ou des jeux. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu auquel tu jouerais mieux avec une visière. Peut-être éventuellement des jeux de pilotage genre Star Citizen, mais même pas sûr, parce que t'as besoin de voir tes manettes et tout. Donc, à voir. Techniquement, Shadow est tellement meilleur que tout ce que tu as testé. Bah, en fait, oui et non. Tu peux pas comparer Shadow avec Stadia. Shadow, c'est un vrai PC, c'est du cloud computing. Stadia et les autres, c'est du cloud gaming exclusivement, tu peux rien faire d'autre. Donc je trouve pas que ça soit vraiment comparable. Après, si tu me dis dans le domaine du jeu, franchement, c'est pas mal du tout hein, ce que fait Shadow. Moi, je vois pas la différence entre un PC physique et Shadow, moi. En tout cas, plus maintenant. À une époque, c'était un peu plus facile de voir la différence. Là, on a vraiment une image de très très bonne qualité hein, sur Shadow. Allez, sur ce, il va falloir que je vous laisse. Il est 9h40, mais c'était bien sympathique de répondre à vos petites questions. Je vous souhaite un excellent week-end. Il devrait y avoir une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur la chaîne. Oui, Shadow, c'est 1440p à 60 Hz. Oui, oui, oui. Je crois que Shadow, ça monte jusqu'à 144 Hz. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, va leur demander à eux. Mais oui, oui, ça monte dans ces résolutions-là. Et dans ces rafraîchissements-là. Ah oui, Shadow en Chine, je pense pas que ça va arriver tout de suite, désolé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout. Gaming ce soir, possible que non. Il y a 30% de chances que je fasse du live gaming ce soir, parce que je suis archi crevé. Vous l'avez peut-être vu, là, j'ai du mal. Je suis archi crevé, donc pas sûr que je fasse du gaming ce soir. Il faut que je dorme un peu, mais peut-être que je serai là, si je fais une insomnie. C'est des choses qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va bien évidemment raider. Qui on va raider? Qui on va raider? Qui on va raider? Oh, allez, Samuel Etienne. Allez, la facilité et le bonheur d'être chez Samuel Etienne. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Préparez bien vos derniers préparatifs de Noël pour ceux qui le fêtent. Et je vous retrouve lundi. Ciao tout le monde.